Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, une demi-heure avec l'espace, avec Jean-Yves Le Gall, avec le Centre National d'Études Spatiales, parce que c'est aujourd'hui une terre d'entrepreneurs. Vous allez voir ça. Et on démarre donc avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Bonjour. Jean-Yves Le Gall, voilà. Dernier geste sur le smartphone. Bah oui, mais vous avez raison d'ailleurs, parce qu'on va passer une demi-heure ensemble à discuter un petit peu de ce qui se passe. Donc c'est le CNES fête ses 60 ans, c'est ça 61, oui, 1961, 19 décembre 1961. Et donc, dans 60 ans plus tard, eh bien, 60 ans pour le CNES. Alors, je dis, moi-même j'ai écrit comme ça, en pleine révolution spatiale. Oui. Mais finalement, non mais dans ces 60 ans, est-ce que ça, la période que l'on vit en ce moment, et vous allez nous dire dans quelle direction ça peut aller, mais est-ce que c'est une activité particulière justement en termes de projets spatiaux, d'envie d'espace, comme vous l'écrivez vous-même? Oui, mais je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un sujet de fond que personne ne conteste, parce que c'est le progrès des technologies, la miniaturisation, l'explosion des applications. Et puis il y a un sujet de forme, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de tout. Et il y a 20-30 ans, une start-up au fin fond de la Californie, eh bien, elle restait au fin fond de la Californie. Aujourd'hui, le type a un compte Twitter et le lendemain, toute la planète en parle. Voilà, donc c'est la conjonction des deux éléments. C'est ce qui fait, par exemple, le succès des vols des astronautes. Oui, mais Jean-Yves, il y a 20-30 ans, la start-up... Alors, rentrons dans le dur. Il y a 20-30 ans, la start-up au fin fond de la Californie, elle ne pouvait pas lancer non, une fusée. Parce que c'est la miniaturisation. Et aujourd'hui, bon, vous dites qu'elle ne pouvait pas lancer. Bon, SpaceX, c'est une start-up qui a grossi, qui n'est plus une vraie start-up. Mais en revanche, il y a des start-up qui font des satellites d'1 kilo et qui peuvent les lancer parce que il y a 30 ans, on ne savait pas faire un satellite d'1 kilo. Il y avait eu probablement une offre pour les lancer, mais il n'y avait pas de satellite d'1 kilo. Et ça, c'est la conséquence de la miniaturisation. Et tout à l'heure, vous parliez de mon smartphone. Ouais. Pour les satellites, c'est pareil. Le premier satellite d'observation de la Terre pour l'environnement que l'Europe a lancé, c'était Envisat. C'était en 2002. Donc il n'y a même pas 20 ans, et on était très fiers parce qu'il faisait 8 tonnes et la taille d'un double-decker, donc un bus anglais. Aujourd'hui, on envoie des satellites qui font pas la même chose, mais qui font presque la même chose et qui font quelques centaines de kilos. C'est un peu la même évolution que quand vous partiez en vacances il y a 30 ans, vous aviez un boîtier photographique de 700 grammes avec un téléobjectif de 30 cm. Aujourd'hui, vous partez et voilà votre appareil photo. C'est pareil. Non mais attendez, premier satellite d'observation de la Terre en 2002. D'observation de l'environnement. De l'environnement, ah oui, voilà, c'est ça. Premier satellite d'observation de la Terre, le CNES a été pionnier. Premier lancement, c'était en février 86, c'était Spot 1. Et à l'époque, c'était une révolution, mais c'était quand même un engin qui faisait 4 tonnes. Aujourd'hui, son successeur, c'est Pléiade, ça fait moins d'1 tonne. Est-ce que, et alors, vous êtes ingénieur, Jean-Yves, donc voilà, les lignes directrices de ce qui est en train de se passer, parce que j'adore votre formule, on parle beaucoup plus de tout. Et donc, dans ce bruit quand même très très important aujourd'hui autour de l'espace, quelles sont les lignes directrices qui, par exemple, gouvernent l'action du CNES aujourd'hui? Les lignes directrices, si vous voulez, le spatial, quand on réfléchit et quand on essaie de faire le tri dans tout ce bruit, on se rend compte que finalement, on s'intéresse à la Terre et à l'univers. Et à la Terre pour l'observer et pour connecter l'humanité. Et c'est ça les lignes directrices. Donc le spatial aujourd'hui, ce sont bien sûr les télécoms. Alors les télécoms avec des enjeux, la couverture des zones blanches, Internet partout et pour tous, le positionnement, donc ça c'est Galiléo, la connexion, donc c'est envoyer des flux partout parce qu'on veut avoir l'information à tout moment. C'est observer aussi. Observer, c'est le climat. Ce qu'il faut bien garder présent à l'esprit, c'est que lorsqu'on parle de climat, on parle de 50 variables climatiques essentielles et 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que par les satellites. Ouais. Donc ça, c'est la Terre. Ouais. Et puis après, il y a explorer, c'est-à-dire l'extérieur. Et l'extérieur, c'est l'exploration, soit habiter, la station spatiale et les astronautes. Aujourd'hui, en orbite de la Terre, dans moins de 10 ans, le retour sur la Lune. Et puis les sondes automatiques, c'est Mars. Nous nous posons sur Mars le 18 février avec Persévérance et Supercam. Voilà Persévérance. Persévérance, c'est le rover de la NASA. Parce que la phrase vous posez avec Persévérance, oui, on se pose avec Persévérance. Non, c'est le rover, de la NASA. Donc c'est. Alors reprenons ces points. Alors démarrons par l'exploration. Retourner sur la Lune, ça a un sens?
Eh bien, c'est un projet du président Trump. L'idée était de dire, il y a 50 ans, on est allé sur la Lune. Là, on va y aller pour y rester. Un peu comme pour la station, si vous voulez. Armstrong était à la Lune, ce que Gagarine était à l'espace, un vol très court. Et puis la station, eh bien, Station spatiale internationale, la station spatiale au bord de laquelle vivent en permanence 3 à 6 astronautes. Eh bien, là maintenant, on y reste de façon permanente 6 mois, par tranche de 6 mois. Et l'idée, c'est d'avoir une base permanente habitée sur la Lune où les astronautes vont séjourner. Est-ce que c'est utile ? C'est utile. D'abord, il y a une volonté politique de la part des États-Unis, à la fois d'y aller et de s'imposer, notamment vis-à-vis de la Chine, et ensuite de faire une gigantesque coopération autour de cette station, de cette station lunaire, puisqu'il y aura les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Japon, les nouveaux venus, les Émirats, d'autres pays. Donc, il y a vraiment... On est dans l'aventure. Nous, Européens, là, on est dans l'aventure et le CNES est dans l'aventure. Mais bien sûr, bien sûr. Il y aura 3 astronautes européens qui iront sur la Lune vers la fin de la décennie, comme nous avons des astronautes européens qui sont aujourd'hui à bord de la station. Donc là, Thomas Pesquet se prépare pour, dans 2 mois, retourner sur la station. Dans 7 ou 8 ans, il se préparera pour aller sur la Lune. Ça fait partie de ce que nous avons signé à Séville. Et cette volonté, elle est là, donc, au niveau politique, et il y a aussi quelque part en toile de fond, même si c'est pas pour demain, l'idée d'envoyer un jour des hommes sur Mars. Et donc là, il y aura forcément besoin d'une base intermédiaire. Pas forcément d'une base intermédiaire, mais s'entraîner. Avoir appris à rester longtemps sur la Lune, ça rendra moins nouveau le fait d'aller sur Mars. Parce que quand vous allez sur Mars, il y a quand même 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est le voyage. Moi, c'est celui que je trouve le plus terrifiant. Vous partez, vous voyez la Terre, après vous voyez la Lune, et puis au bout de 5 jours, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir pendant 7 mois, le temps du voyage. Alors, beaucoup de gens ont peur du noir. Moi, j'ai peur du noir. Non, mais on imagine ce que c'est. Thomas Pesquet dit à juste titre, quand il est dans la station spatiale, il est à 3 heures de la Terre. Il monte dans le Soyouz, il redescend. Quand vous êtes dans les 40e rugissants, là on en parle beaucoup, c'est le Vendée Globe, eh bien vous êtes à 8 jours, le temps d'envoyer une frégate d'Australie, ainsi de suite. Voilà. Donc la station, c'est la porte à côté. La station, on m'a dit un jour, la station, c'est Paris-Lyon. Oui, c'est Paris-Lyon, c'est 400 km. Bon, voilà. Et puis on y va très vite. Vous partez vers Mars, il y a 9 mois de voyage, il y a au moins 9 mois sur place et 9 mois pour revenir. Et là, pour le coup, vous êtes très très loin de la Terre. Mais dans le noir, vous n'êtes pas dans le noir, vous avez les étoiles quand même. Oui, mais les étoiles n'éclairent rien. Vous ne voyez rien. Alors que même quand ils sont allés sur la Lune, ils voyaient le clair de Terre. Il y avait le halo de la Terre. Il y avait le halo de la Terre et puis on était à 3 jours. Là, on n'est pas à 3 jours. Là, on part presque pour l'infini. Et c'est cet enjeu psychologique qui, à mon avis, est le plus difficile. Et en plus, une fois qu'on se pose sur Mars, il va falloir passer des semaines sur Mars, apprendre à vivre. Et donc là, on se dit, allons nous faire la main un peu sur la Lune. Lorsqu'on aura passé des semaines, des mois sur la Lune, ça sera plus facile d'aller sur Mars. Et donc, Mars, c'est une histoire sérieuse, Jean-Yves Le Gall. Mars, c'est une histoire sérieuse parce que c'est la seule possible. La Lune, on y est allé. Et ensuite, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Parce que, après, c'est trop loin. C'est trop loin et surtout, il n'y a rien à y faire. Jupiter, Saturne sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire on ne peut pas se poser. Il n'y a pas de sol. Vous avez les lunes de Jupiter. Bon, il y a Titan qui a toujours... Mais enfin, Titan est un enfer. On peut pas y... Bon, c'est le seul endroit où finalement, on peut imaginer avoir des astronautes en tenue d'astronaute marcher à la surface de notre astre qui ne soit ni la Terre ni la Lune. Donc c'est pour ça qu'on peut y aller. Et en plus, il y a l'enjeu scientifique qui préoccupe tout le monde en ce moment. C'est pour ça qu'il y a 3 sondes automatiques qui sont en route vers Mars. On sait, et ça c'est l'Europe et la France qui l'ont démontré, que Mars a été habitable. Il y a quelques milliards d'années, il y avait des océans sur Mars comme il y a des océans sur la Terre. Ensuite, les océans sur la Terre, ils ont évolué comme on le connaît, et la Terre est telle qu'elle est aujourd'hui. Sur Mars, ils ont disparu, l'atmosphère a disparu, et aujourd'hui, Mars est un désert froid et sec, mais peut-être y a-t-il eu une vie lorsqu'il y avait ces océans, et il y a peut-être des vestiges de vie. C'est pour ça que Persévérance, le rover de la NASA, sur lequel l'instrument principal est français, c'est Supercam, va aller gratter le sol de Mars pour essayer de trouver des traces d'une vie passée, des bactéries ou des choses comme ça. Supercam, parce que sur le rover précédent qui s'appelait Curiosity, qu'on a posé le 6 août 2012 sur Mars et qui depuis marche très très bien, il y avait CamCam. Et les Américains ont une approche extrêmement astucieuse. Ils fabriquent un rover
Alors, c'est très très compliqué un rover. C'est 2,5 milliards de dollars. Vous avez à bord une centrale atomique pour produire l'énergie. Bon, c'est très très compliqué. Et oui, c'est ça. Mais il lance pas une voiture télécommandée. Non, c'est la taille d'une Twingo, mais ce n'est pas qu'une Twingo. 2 milliards et demi de dollars. Bon, il lance des appels à idées pour dire voilà, nous avons un rover sur la Lune, voilà, nous donnons de l'énergie, transmission de données et autres, faites-nous des propositions pour des idées. Et c'est un appel à idées international, et ce qui est absolument remarquable, et ça montre la qualité de nos scientifiques et de nos industriels, c'est que chaque fois, la France est sélectionnée. Donc sur Curiosity, le rover de 2012, nous avions 2 instruments, ChemCam et SAM. ChemCam pour Chemical Camera, SAM qui faisait d'autres études. Ensuite, nous étions sur InSight pour aller écouter battre le cœur de Mars, c'est-à-dire les tremblements de terre. Nous y sommes encore. De Mars. Voilà, la sismique de Mars. Et il y a eu un autre appel à idées en 2014, je crois, et nous avons gagné avec Supercam, qui est une sorte de ChemCam survitaminé, qui va tirer au laser sur le sol de Mars. Il y a en même temps un spectroscope qui analyse donc la vapeur, parce que le sol est vaporisé, bien sûr, ce sont de toutes petites parties, mais le sol est vaporisé, on analyse la vapeur, et à partir de là, on en déduit la nature du sol martien. C'est absolument extraordinaire, parce que grâce à ça, vous pouvez faire le compte à rebours et voir ce qu'était la planète il y a quelques milliards d'années. Mais c'est quoi l'idée? C'est planète de rechange? Non, parce que c'est l'idée d'Elon Musk quand même. Oui, non, mais ça, très bien, il faut en prendre et en laisser. C'est surtout, aller voir s'il y a eu de la vie, et s'il y a eu quand même de la vie ailleurs, nous ne sommes plus seuls. Bon, je pense que ça fera quand même, ça défraiera un peu la chronique de savoir qu'il y a eu une autre vie extraterrestre. Et puis, même si elle est bactérienne. Même si elle est bactérienne, voilà. Même si ce sont des vestiges, mais je pense qu'on en parlera si on la trouve. Et puis l'autre aspect, bien sûr, qui est tout aussi important, c'est en connaissant mieux Mars, eh bien, on va mieux connaître la Terre, parce qu'on va comprendre pourquoi la Terre a évolué comme elle a évolué, et surtout pourquoi il y a de la vie sur la Terre. Donc on est sur des questions fondamentales. Je vais vous parler très franchement. J'ai toujours l'impression, pardon pour l'assimilation, mais c'est un peu comme la Formule 1. J'ai toujours l'impression que ce sont des gens très sérieux qui montent des projets extraordinaires parce qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont des Christophe Colomb, qu'ils ont envie d'explorer, et que derrière, ils nous construisent une raison scientifique, utilitaire, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais qu'en fait, on ne va pas apprendre grand-chose. Simplement, vous avez un désir profond. Oui, mais on va apprendre... Qui est peut-être le désir de l'humanité, d'ailleurs. Mais vous avez aussi des retombées scientifiques et industrielles considérables. Le fait d'aller sur Mars, ça conduit à développer des instruments, des équipements à la pointe ultime de la technologie. Et ensuite, parce que nous allons sur Mars en 2021, eh bien en 2025, vous aurez Internet beaucoup plus facilement partout dans le monde. Il faut bien voir que la recherche spatiale, ça tire toute l'industrie spatiale vers le haut, parce qu'on est conduit vraiment aux limites du faisable, aux limites de l'impossible, et ensuite il y a des retombées gigantesques. Donc, ça donne plus d'efficacité ensuite, bien sûr, à l'ensemble des activités humaines. On découvre des choses et en même temps on en profite. Tout le monde en profite, voilà. Mais ce qu'on va découvrir quand même, moi je trouve ça assez fascinant, aller sur Mars et chercher des traces d'une vie passée, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vie passée, je pensais finir là-dessus, mais puisqu'on y est, donc le CNES est héros d'une série télé que diffuse en ce moment Canal+. Voilà. Vous devez en être ravi d'ailleurs. Enfin, je pense que ça, bien, ça vous remet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, alors pour ceux qui suivent pas ça, c'est justement l'histoire du tout premier bureau, bureau qui a été en charge à l'époque des extraterrestres. Des extraterrestres, mais alors d'ailleurs c'était réel, c'est-à-dire dans les années 70, il y avait un bureau qui allait expertiser l'ensemble des coups de fil reçus. Il existe toujours. Il existe toujours parce que ça fait partie de la mission du CNES, donc de regarder ces sujets. C'est vrai que parfois il y a des phénomènes bizarres et autres. Alors je vous rassure, dans 99,99% des cas, eh bien, lorsque quelqu'un a vu des halos au-dessus de sa maison, c'est tout simplement parce qu'il y a une route au loin avec des voitures. Oui, voilà. Ça s'explique. Ça s'explique, mais c'est le bureau que nous avons qui explique tout ça. Parce que sinon, on reste dans l'inconnu. Et donc là aussi, on se rend compte que lorsqu'on prend un problème de façon sérieuse, qu'on l'analyse, et avec des gens surtout qui ont une expérience, eh bien tout de suite, ils vous disent oui, c'est des halos de phare, oui, c'est des interférences, oui, c'est ceci, oui, c'est cela.
Et il reste, parce que vous avez dit 99,99, donc le 0,1% inexpliqué, il reste oui, le 0,1%. Il reste quelques cas inexpliqués, mais là aussi, alors après, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous dites ce sont des extraterrestres. Mais non, moi j'ai envie de savoir ce que Jean-Yves Le Gall pense. Est-ce que Jean-Yves Le Gall pense qu'un jour, à un moment, peut-être même dans l'histoire de l'humanité, j'en sais rien, il y a 2000 ans, il y a une vie extraterrestre qui nous a survolé d'une manière ou d'une autre? Moi je suis à peu près convaincu que nous ne sommes pas seuls. Parce que la vie sur la Terre, c'est le résultat d'une analyse mathématique combinatoire. Des choses se sont passées. Je ne vois pas pourquoi ça ne se serait passé que sur la Terre. Clair. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas exclure, et même moi, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. C'est quasi statistique, en fait. C'est statistique. Vu l'importance de l'univers. Mais est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à ça, je ne sais pas. Alors, la vie statistique, après, d'abord, quelle forme a-t-elle? Je ne sais pas. Et puis, ensuite, avec quelle échelle de temps? C'est un peu le film Les Visiteurs. Selon à quel moment vous venez sur la Terre, alors à l'échelle de l'âge de la Terre, la période que nous vivons est toute petite. Donc vous arrivez sur la Terre, vous tombez il y a 65 millions d'années sur les dinosaures, vous tombez aujourd'hui sur la pandémie. Regardez la différence entre la Terre l'année dernière et la Terre cette année. Tout à fait. Un visiteur venu d'ailleurs arriverait l'année dernière, se dit c'est un endroit super sympa, les gens prennent l'avion, sont dans les restaurants et ainsi de suite. Ils arrivent aujourd'hui, tout le monde est claquemuré chez soi, les vacances terminées, les voyages tout autant. Bon, voilà. Ça donne une idée de. Et ça permet de rappeler qu'on est sur un astre qui a 4 milliards et demi d'années. Exactement. Voilà. Exactement. Et que nous ne sommes que quoi, nous-mêmes humains, 40 000 ans, 50 000 ans de ces 4 milliards. Et donc, non, mais c'était juste si vous avez une conviction ou si vous, voilà, vous laissez la question ouverte. Voilà, j'ai la conviction que quelque part. Statistiquement, il doit y avoir d'autres vies dans l'univers. Maintenant, savoir si les gens sont venus ou pas, ça... Et on envoie encore des messages, là, c'était le grand truc, justement. Oui, c'était le truc de Carl Sagan, on envoyait des messages. La sonde Voyager, d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on a envoyé, elle est partie en 77, donc 77, ça nous fait 44 ans. Elle est où? Elle est disparue aujourd'hui? Non, elle est sortie du système solaire, elle continue. Alors, le patron, quand même, de Voyager, le chef de projet, que je connais très bien, qui est l'ancien patron du Jet Propulsion Laboratory, Ed Stone, c'est lui qui a fait ces sondes, donc dans les années 70, elles ont été lancées en 77. Et ça fait 44 ans que tous les jours, il va dialoguer avec ces sondes. Donc maintenant, il a un certain âge, mais il est encore très en forme. Et tous les jours, il voyage, donc il n'est plus parti de... Mais lui-même dialogue en décalage, c'est-à-dire que la sonde aujourd'hui, pour envoyer un message... Mais il prend le pouls de ces sondes et il est ravi parce qu'elles fonctionnent toujours. Et donc, il y a dessus un CD, des disques avec de la musique de l'époque, des trucs... quand on les regarde 44 ans plus tard, on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais c'est très daté, si vous voulez. C'est ces trucs de capsules temporelles. Là, oui, c'est ça. Mais on envoyait des messages. Alors, on a envoyé aussi depuis le radiotélescope d'Arecibo, lorsqu'il existait à Porto Rico, on a envoyé aussi des messages qui maintenant sont en route vers les confins de l'univers. Peut-être quelqu'un les écoutera, je n'en sais rien. Alors, ça nous amène à vos projets du moment, à vos projets actuels. Vous avez dit télécommunications. Vous avez alors été un des grands promoteurs de Galiléo, bien sûr. Le GAL, le CNES, etc. Mais à juste titre, nous avons passé les 2 milliards d'utilisateurs. Voilà. 2 milliards. Il faut voir que les décisions qui ont été prises, d'abord de faire Galiléo, alors un Galiléo plus précis que le GPS, à peu près 10 fois plus précis, avec une fonction datation, mais surtout l'arme fatale, en quelque sorte, ça a été à la GSA. Il se trouve que je présidais la GSA à ce moment-là. C'est l'agence Galiléo à Prague, l'agence de l'Union européenne. Lorsque je présidais la GSA, nous avons fait passer une législation, une réglementation au niveau mondial pour que tous les smartphones qui sont vendus dans le monde reçoivent 4 signaux GNSS, c'est-à-dire 4 signaux de localisation. L'américain GPS, l'européen Galiléo, le chinois Beidou et le russe GLONASS. Et on a dit, il reçoit ces 4 signaux et automatiquement, il se verrouille sur le signal le plus précis. Galiléo est le plus précis. Ce qui fait que chaque fois que vous achetez un smartphone de nouvelle génération, il s'en va à peu près 30 à 50 millions chaque mois, parce que le parc de smartphones, il est changeant en permanence. On garde son smartphone 2-3 ans, après on achète un autre. Aujourd'hui, sans même le savoir, votre smartphone se verrouille sur Galiléo. Et ce qui fait que, inexorablement, on est en train de sortir le GPS. Alors aujourd'hui, on continue à dire, il y a le GPS. Mais oui, oui, mais c'est un abus de langage. Mais c'est un abus de langage. Voilà. Et bientôt, on va dire, c'est Galiléo.
Mais sur maintenant, les voitures, les smartphones, partout dans le monde, quand vous avez un appareil qui reçoit le GNSS, il bascule aussitôt sur Galileo parce que c'est le plus précis. On monte dans la voiture, on dit chérie, branche le GPS. Non, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Les Européens doivent se mobiliser pour arrêter de dire branche le GPS. Oui, mais c'est Galileo. Mais c'est un enjeu de souveraineté, c'est fantastique. Oui, mais c'est la clé du succès. De la même façon, on vous explique que dans une voiture, personne ne dit je donne un coup d'avertisseur sonore, tout le monde dit j'ai un coup de klaxon. Oui, bon, voilà, et klaxon, il y a bien longtemps qu'ils ne fabriquent plus de klaxon. Bon, c'est pareil. Voilà, mais c'est un abus de langage. Mais Galileo est un succès extraordinaire. Parce que quand vous dites 2 milliards de connexions, c'est 2 milliards de connexions en même temps. 2 milliards d'appareils qui reçoivent... Voilà, c'est ça. Il y a 2 milliards d'appareils qui, aujourd'hui, reçoivent le signal de Galileo. Et surtout s'en servent. Et s'en servent. Et Galileo peut encaisser 2 milliards supplémentaires. Oui, parce que Galileo est sur un mode, il émet. Il y a à la limite, il pourrait y avoir des centaines de milliards de gens qui récupèrent le signal. C'est ça, d'accord. Voilà. Ah oui, lui, il émet. Il n'a pas à recevoir. C'est ça, il n'a pas à recevoir. Mais c'est un succès quand même incroyable. Et le pendant de Galileo, donc Galileo, c'est pour connecter. Le pendant, c'est pour observer, c'est Copernicus. Et alors là, moi, je suis aussi très très content parce qu'on a joué quand même un joli tour aux Américains, dans la mesure où, au cours des 4 dernières années, les Américains sont sortis de l'accord de Paris, ont baissé la garde sur les enjeux climatiques, et pendant ce temps, Copernicus s'est déployé. Alors Copernicus, c'est la constellation pour l'observation de l'environnement. C'est un projet de l'Union européenne qui a été développé avec l'Agence spatiale européenne, avec le CNES, avec d'autres agences nationales. Et Copernicus, aujourd'hui, est la constellation d'observation de la Terre de référence au niveau mondial. Il y a 7 satellites en orbite, de pure merveille, et les États-Unis se sont laissés en quelque sorte distancer. Ils vont revenir. Joe Biden a dit nous rentrons dans l'accord de Paris. Ouais. On voit bien que la NASA va faire un virage stratégique, mais nous avons pris de l'avance. J'entends beaucoup, mais juste alors, j'entends beaucoup effectivement des experts, des spécialistes, des gens qui réfléchissent dire les Américains, en revenant dans l'accord de Paris, en fait, vont rattraper leur retard à une vitesse dingue, comme ils savent faire, et vont devenir... Moi, j'en serais ravi. Ils vont devenir les grands champions en fait de la lutte contre l'environnement. Mais soyons quand même savourons. Le président de la République avait lancé le One Planet Summit le 12 décembre 2017 pour commémorer l'anniversaire, les 2 ans à l'époque de l'accord de Paris. Depuis, il y a eu 4 éditions. L'édition numéro 2 était à New York. L'édition numéro 3 était à Nairobi. Bon, ça marquait un peu le pas. L'édition numéro 4 a eu lieu le 11 janvier à l'Élysée. Il m'avait invité à y participer, ça a été un tabac, parce qu'on se serait cru au G20. Tous les chefs d'État sont venus parler en visioconférence, et là, la France, avec le One Planet Summit, était quand même au centre du monde. Mais, ça a été génial. Oui, d'accord, Jean-Yves Le Gall, mais alors savourons. Galileo, je savoure parce que je comprends que c'est de la souveraineté. Oui, c'est fondamental, c'est pour ça que ça a été fait. Ils peuvent plus nous couper le GPS. Voilà, pour dire. Là, est-ce que Copernicus aussi, c'est de la souveraineté parce que... Oui, c'est de la souveraineté parce qu'on envoie des données qui permettent de donner de façon très très précise l'état du climat, l'état de l'environnement de la planète, qui sont utilisés partout dans le monde et qui montrent à quel point ça va mal et à quel point il faut mettre en place des coalitions. C'est la feuille de route du One Planet Summit et c'est quelque chose de très très fort. Et qui vont guider, moi je dis parce que c'est Bismarck en parle sans arrêt, toutes les décisions d'investissement dans les années qui viennent. La finance verte, tout ce dont on parle. Absolument. Bien sûr, il y a le... Mais la finance tout court, mais il y a le Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille à l'automne. Et c'est l'Europe qui sera dépositaire, et la France des informations. Alors, là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'il nous faut, parce que je crois que l'actualité maintenant, c'est une nouvelle constellation de communication et de télécommunication, notamment autour d'Internet. Est-ce que ça, c'est une nécessité ? Sujet, et là, on a beaucoup de chance d'avoir Thierry Breton comme commissaire européen, parce qu'il a une connaissance extraordinaire des hautes technologies et en particulier de ces enjeux et notamment de la prochaine étape en matière de transmission de données qui est le quantique. Là encore, il y a quelques jours à Saclay, le président de la République a fait des annonces sur le quantique. Thierry Breton a dit il nous faut une constellation, mais une constellation quantique. Parce que des constellations, bon, il y en a quelques-unes qui existent, pas beaucoup, il y a beaucoup. Mais Elon Musk, pour ne parler que de lui, elle est en train de lancer Starlink. Mais si l'Europe fait une constellation
constellation quantique, Elon Musk sera totalement ringardisé. Parce que le quantique, c'est 15 ans d'avance par rapport à la constellation de Musk qui s'appelle Starlink. Et ce sont des approches totalement différentes. Et je crois que ce qui est très important dans l'approche actuelle de la Commission, c'est de dire on ne va pas faire 10 ans plus tard ce que les autres ont fait il y a 10 ans, on va faire quelque chose de très différent, on va penser au coup d'après. Et il y a une étude qui a été mise en place avec nos industriels européens qui n'ont en aucune façon à rougir de ce qui se passe aux États-Unis et qui travaillent donc sur la constellation du futur avec des approches qui n'existent pas aujourd'hui parce que c'est le but du jeu, être innovant et donc inventer. Donc c'est quoi ? C'est des puissances de calcul supplémentaires, c'est ça, c'est la technologie, c'est les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire un ordinateur classique, c'est des 0 et des 1. Le quantique, ça fait des choses beaucoup plus rapides parce que ce ne sont pas que des 0 et des 1. Et cela appliqué à la fois au réseau de communication au sol et aux satellites, ce qui devrait donner à l'Europe, là pour le coup, une très grande longueur d'avance sur tous les autres. Alors, et comme vous l'avez dit, on a de la chance d'avoir Thierry Breton, mais c'est le cœur du sujet en ce moment finalement. C'est est-ce qu'on a la rapidité de décision et la rapidité de mobilisation des moyens suffisante pour pouvoir aller au bout de cette ambition, Jean-Yves Le Gall, oui. Et pas se faire rattraper dans 2 ans parce qu'à un moment, Jeff Bezos, on n'en a pas encore parlé, aura décidé de mettre 5 milliards sur la table pour nous rattraper. Je pense que oui, parce que, alors, on va parler de Jeff Bezos et de Elon Musk. Quand on est pétri d'admiration devant Elon Musk, ce qu'on oublie, c'est que finalement, il a construit SpaceX sur le moteur Merlin qui avait été développé pendant 10 ans par la NASA. Mais oui, et qu'il a pris sur l'étagère. Mais oui, mais voilà le sujet. Eh bien, c'est pour ça qu'en 2015, la première fois où on a entendu parler de réutilisable, j'ai fait décider par le CNES le développement du moteur Prometheus, qu'Emmanuel Macron est venu voir le 12 janvier à Vernon. Prometheus est un moteur à bas coût, réutilisable, il va tourner aux bandes dans les semaines qui viennent et ça va nous permettre de lutter contre Musk et contre Bezos. Il y a 3 ans qu'il fait du réutilisable, finalement, c'est ça le sujet. J'ai lu l'une de ces dernières fusées, il y a des éléments qui ont été réutilisés déjà 6 fois. La dernière, c'était 8 fois. 8 fois, mais c'est un truc de dingue. Oui, mais... Et donc c'est ça le sujet, c'est qu'on s'est fait rattraper, dépasser. Oui, peut-être, mais si vous vous intéressez à l'histoire de l'aéronautique, dans les années 50, beaucoup de gens pensaient en Europe que les jets pour transporter les passagers, ça ne marcherait pas. Il y avait Boeing qui faisait le 707, à l'époque McDonnell Douglas qui faisait le DC-8. Et en Europe, on vous disait faire voyager des passagers à 10 000 mètres d'altitude à 900 km/h. On vous disait le cerveau va se liquéfier. Bon, très bien, j'ai pris souvent l'avion, à ma connaissance, ça va toujours. Bon, et pendant ce temps, on disait l'Europe va développer le Super Languedoc, qui était un avion avec des moteurs à piston. Bon, parfait. Là-dessus, on a compris qu'il y avait un problème. On a fait la Caravelle, on a fait Concorde, on a fait Airbus. Et Airbus est en train, a ravi à Boeing la place numéro 1 mondiale pour les avions commerciaux. Donc, il n'y a jamais de guerre qui soit perdue à jamais. Bon, c'est vrai que sur la réutilisable, on nous a pris un peu par surprise. C'est vrai qu'on a réagi. Nous avons Ariane 6 pour faire monter en compétence l'industrie, pour faire un peu la soudure entre Ariane 5. Une fusée qui a déjà du retard. Oui, mais... On est en train de terminer la fusée d'hier avec Ariane 6. Mais Musk avait aussi du retard. Musk, on en parle après coup. Mais moi, c'est pas moi qui vous parle de Musk, c'est vous qui en parlez. Non, mais j'ai connu le début de Musk. Et Jeff Bezos, vous en parlez. Pour l'instant, il a quand même claqué 18 milliards de dollars. Ouais. Et ses moteurs ne marchent toujours pas. Oui, mais il claque des doigts et il met 1 milliard de plus. Oui, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de mettre 1 milliard, c'est de voir la fusée décoller. Pour l'instant, elle ne décolle pas. 18 milliards depuis la création de Blue Origin. Oui. Et les projets dont il parle aujourd'hui, si vous voulez, bon, on parle beaucoup de Kuiper, une constellation de 40 000 satellites, que sais-je. Pendant que Jeff Bezos parle de Kuiper, Thierry Breton fait la constellation quantique européenne. Voilà, donc il ne faut pas avoir ce complexe vis-à-vis des Américains. Et surtout, bon, on parlait de Galiléo, du succès de Galiléo. Copernicus, je vous en ai parlé, et c'est vraiment un game changer d'avoir Copernicus. C'est cette idée de commando, vous comprenez, j'ai l'impression qu'on a perdu. Vous me racontez Airbus, évidemment. Mais justement, alors d'abord, il y avait un industriel incroyable au cœur de tout ça. Rendons-lui hommage, Jean-Luc Lagardère, mais qui savait fédérer ce commando. Mais nous avons aussi cet aspect commando. La constellation de Breton, il y a quand même aujourd'hui un commando. Et regardez, dans les satellites plus classiques, nous avons développé au CNES ces dernières années, nous avons aidé les industriels à se mettre au niveau sur la propulsion électrique et les charges utiles flexibles et autres. En 2020, ça a été une année d'enfer
pour les satellites européens. Airbus a raflé tous les contrats de satellites de télécommunications partout sur la planète. Thales a fait la même chose sur Copernicus. Sur l'exploration, nous sommes partie prenante du programme de retour sur la Lune dont on a parlé, Artemis, où Airbus fabrique le moteur de la capsule américaine qui va sur la Lune, où nous fabriquons le module de télécommunication Esprit, où nous fabriquons l'unité d'habitation Hayab. Donc il y a quand même de très grands succès. Alors c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas hyper médiatisés comme d'autres succès peuvent l'être ailleurs, mais regardons la réalité. Là-dessus, moi-même, ça m'avait énervé quand Elon Musk a refait un vol habité, ce que les Américains... Et j'essayais de rappeler qu'on a notre bonne vieille fusée russe qui, dans le même temps, le faisait à peu près tous les 6 mois d'envoyer des gars sur la Station spatiale internationale. Donc, oui, mais le marketing, c'est important aussi. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là et que vous êtes vous-même militant. Vous ne trouverez pas la contradiction chez moi. Mais je pense qu'il faut faire un marketing qui soit raisonnable. Et d'ailleurs, Musk et Bezos aussi ont totalement changé de discours. C'était une époque où Musk disait on va faire 50 lancements dans l'année, il en faisait un. Côté Ariane, on fait tant de lancements et en général on les fait. Voilà. C'est des différences peut-être un peu d'approche, mais in fine, si on regarde les choses de façon factuelle, l'Europe spatiale en ce moment, ça marche bien et je crois qu'on peut faire un petit cocorico très largement à l'initiative de la France. C'est nous le principal contributeur à l'Agence spatiale européenne. Tous les grands projets de l'Agence spatiale européenne qui marchent, la France est derrière. Oui, mais il ne faut pas, Jean-Yves. Si c'est une ambition européenne, il ne faut pas faire de cocorico. Non, je vous dis, on peut en faire, oui, mais je vous parle de l'Europe. Mais bien sûr, mais c'est ça qui, à chaque fois... Mais l'Europe, c'est absolument la masse critique. Si on n'est pas unis en Europe, on ne fera rien. Et voilà. Mais si on l'est, on n'a aucune raison de faire de la déclinologie et de se dire que on est distancé dans cette course-là. Mais bien sûr que non. 4 minutes juste pour terminer, parce qu'il y a un plan de relance du spatial. Voilà. Il y a des centaines de millions d'euros. Voilà. C'était l'annonce de Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire à Vernon. Donc nous avons obtenu un plan de relance de à peu près 500 millions d'euros et avec 365 millions qui vont aller sur des projets nouveaux. Donc les projets nouveaux, il y a l'adaptation, parce qu'Ariane 6, même si c'est un programme qui est en train d'avancer, il faut en permanence l'adapter. Donc adaptation d'Ariane 6 aux nouveaux enjeux. Et puis 200 millions pour investir justement sur les satellites et pour continuer sur les satellites à faire la course en tête. Le fait qu'on arrive à vendre partout dans le monde des satellites made in Europe, made in France sur les télécommunications, des trucs hyper pointus. Ce sont de véritables centraux téléphoniques adaptés à Internet en orbite, des objets technologiques d'une valeur considérable et qu'on distance Boeing, Maxar, Lockheed Martin et tous les autres. Il faut le dire parce que c'est un succès considérable. Et c'est l'heure des entrepreneurs de l'espace. On a reçu, alors, la semaine dernière, à votre place, un jeune entrepreneur incroyable qui s'appelle Nicolas Gaume, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Voilà, qui a mis des sarments de vigne dans la Station spatiale internationale pour réfléchir à des tas de choses. Et là, il peut y avoir un bouillonnement. Est-ce qu'il y a un bouillonnement de start-up parce qu'à nouveau, tout est possible? Il y a un bouillonnement parce que là aussi, nous avons la chance d'avoir un écosystème en France avec des écoles du meilleur niveau mondial. Ça, c'est à Toulouse. Des laboratoires de recherche. Les gens qui vont sur Mars, c'est des labos de Toulouse. Une agence spatiale, le CNES, qui est un peu à la croisée de tout cela. De grands industriels et des start-up. Et vous avez à Toulouse un tissu de start-up qui se développe. Il y en a aussi en région parisienne. Et là aussi, je peux vous assurer que ça marche. Et qui n'est pas trop impacté par ce qui est en train de se passer en ce moment. On a mis en place dans le plan de relance, la situation du spatial est quand même un peu différente. Parce que le problème de l'aéronautique, c'est qu'il n'y a plus de gens qui prennent l'avion. Le spatial, là, il y a la commande publique. Voilà. Le spatial, il y a la commande publique. Et puis, on s'en sert de plus en plus parce que tous les gens qui font des visios, quand vous prenez Skype, ça passe par des satellites. Donc, on s'en sert de plus en plus. Mais on a mis en place, dès le début de la pandémie, dès le 16 mars, des facilités de paiement pour les entreprises, ainsi de suite, parce qu'il fallait absolument maintenir toute l'industrie spatiale la tête hors de l'eau, ce que nous avons fait. Et je crois que ça ne marche pas si mal. Alors, autre entrepreneur avec qui on parle régulièrement, François Chopard et Starbust Accélérateur, me disait, et on va finir là-dessus, moi je pense qu'il y aura, dans 10 ans, 15 000 personnes dans l'espace qui travailleront, 10-15 000 personnes dans l'espace qui travailleront dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi, c'est-à-dire
quasiment de vraies unités industrielles qui vont à un moment autour de la Terre pouvoir se développer et en profiter? Non, je vous vois dubitatif. Oui, parce que je pense qu'il y a une course entre l'intelligence artificielle et les robots, et puis envoyer des humains. Envoyer des humains, c'est très compliqué parce qu'il faut un environnement. La station spatiale, c'est gigantesque. Envoyer des robots et de l'intelligence artificielle, regardez ce qu'il se passe dans les parcs d'attractions. Les dauphins sont en train d'être remplacés par des robots. Et de façon spectaculaire. Alors des robots, un dauphin robot... Pourquoi est-ce que ça nous ramène à l'espace? Ça nous ramène à l'espace parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir un dauphin robot qui coûte 2 millions de dollars que d'avoir des dauphins. Et c'est un peu pareil. Et l'intelligence artificielle fait des progrès considérables en permanence. D'ailleurs, il y a eu récemment, je suis intervenu il y a quelques jours à Montréal au premier colloque Espace et Intelligence Artificielle. Les robots font des progrès de plus en plus grands. Envoyer des milliers de personnes dans l'espace, c'est compliqué, c'est le rêve de Musk, mais si vous voulez, j'aime bien l'espace, mais peut-être vu depuis la Terre. Jean-Yves Le Gall, donc le président du CNES, était notre premier invité sur Bismart. Jean-Yves Le Gall avec nous sur Sud Radio, le président du CNES. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.